Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Voilà, donc Bernard Lavilliers était complotiste en 1977 et nous sommes des complotistes, nous étions des complotistes, nous tous ici, nous autres qui alertions déjà il y a quelque temps sur la mise en place d'un contrôle social au gré des différentes urgences, donc urgence covidiste, urgence climatique, urgence énergétique. Voilà la réalité qui nous rattrape au galop. Alors je vous cite quelques exemples dans Le Monde, c'est un article de juillet dernier. Pour prévenir toute coupure l'hiver prochain, 4 experts de l'électricité proposent dans une tribune, donc au Monde, d'étendre aux particuliers, grâce au compteur Linky, la possibilité offerte aux industriels de renoncer volontairement à consommer lors des périodes de pointe, moyennant rémunération. Voilà, donc comment ça fonctionnerait ? Tout simplement, ce boîtier servirait de contrôle et il couperait automatiquement certains appareils lorsqu'on dépasserait un certain pic. Et ce qui est sympa, c'est qu'on parle toujours de la rémunération pour les meilleurs élèves, entre guillemets. On ne parle pas des mauvais élèves. Alors, un article du Parisien, 26 août 2022. Cette fois-ci, c'est pour réagir aux jets privés. Alors voilà, jets privés, transport, chauffage, alimentation. Et si on mettait en place une carte carbone ? Là, c'est l'idée de la carte carbone qui est développée. Voilà, tout ça à partir de la polémique sur les jets privés qui mettent en valeur le décalage de consommation de CO2 entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, l'instauration d'une carte carbone permettrait de féliciter ceux qui font des efforts. Encore une fois, on ne propose que de féliciter ceux qui font des efforts. On ne sait pas ce qui se passe pour ceux qui ne font pas d'efforts. Et donc, d'atteindre l'objectif de neutralité carbone. Sachez aussi qu'un système de quotas de consommation de carbone existe déjà, mais pour le moment, il ne concerne que les grandes industries. Il y a aussi cette idée de carte, je crois que c'est la carte Visa, qui propose déjà de calculer le nombre de la consommation carbone que vous faites en fonction de vos achats. Et enfin, je vous propose d'écouter le discours d'Emmanuel Macron hier à sa conférence de presse. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est la sobriété énergétique. Nous avons chacun un rôle à jouer en la matière. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Et c'est faisable par une série de gestes simples, en étant d'abord dans une logique volontariste, si je puis dire, et pas coercitive, en appelant à la responsabilité de chacun et en partageant toutes les informations qui sont les nôtres. Le gouvernement va décliner secteur par secteur ce plan, mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud, ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce. Donc, si on fait ce petit effort collectif, assez spontanément, le pays pourra atteindre ses objectifs de sobriété. Alors, Emmanuel Macron qui nous propose tout simplement plus de contrôle. On ne l'a pas forcément entendu dans cet extrait-là, mais toujours plus de contrôle. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Emmanuel Macron aussi en conférence de presse des ambassadeurs de France. C'était le 1er septembre. Là, il va un petit peu plus loin dans le contrôle. Ce combat est pour nous tous essentiel. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il va être au cœur de l'action de notre pays, avec une planification portée par la Première ministre, au cœur de notre action européenne, je l'ai déjà dit. Il est depuis plusieurs années au cœur de notre action diplomatique et de nos succès diplomatiques, mais nous devons redoubler d'efforts avec, là aussi, des initiatives nouvelles à prendre. En effet, nous ne relèverons le défi du climat que si nous sommes capables d'obtenir, d'abord et avant tout, un effort des grands émetteurs à la hauteur des enjeux. C'est le premier point. Il suffit de regarder les émissions. Nous savons où sont les efforts, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, et après dans les grandes puissances intermédiaires. Un moyen juste d'y parvenir est de convaincre nos grands partenaires, parmi les pays développés dans le cadre de l'OCDE, de prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant. Et je souhaite que nous lancions dans cette initiative structurante pour à la fois remobiliser et permettre d'avoir un système de contraintes. Voilà, c'est dit. Il faut avoir un système de contraintes et prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant. Voilà donc tout doucement ce nouveau contrôle, toujours plus d'ailleurs, toujours plus loin et toujours sur plus de domaines qui s'ouvrent. On en avait déjà parlé ici, d'ailleurs avec nos 3 invités qui sont ici. Mais là, on arrive vraiment au point où la réalité rattrape nos prédictions. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour. Vous êtes universitaire, collaborateur de la revue Éléments, économiste et auteur de La Société de surveillance, stade ultime du libéralisme aux éditions La Nouvelle Librairie. Bonjour Philippe Murer.
Bonjour. Vous êtes ingénieur, auteur de cette note avec Jacques Sapir sur la Fondation Res Publica, sur les scénarios de sortie de l'euro. Et vous avez publié l'an dernier « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous sommes avec Stanislas Berton. Bonjour Stanislas Berton. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Murer, bonjour Guillaume Travers. Vous êtes spécialiste des risques systémiques, analyste des effets du mondialisme et auteur de ce livre « L'homme et la cité, volume 2 ». Enfin, c'est votre dernier livre aux éditions Le Temps Retrouvé. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Philippe Murer, pour le côté économique. Alors, baisser la clim, la bonne solution d'Emmanuel Macron. Et surtout, dans ce qui est drôle, c'est que, baisser la clim, pourquoi pas. C'est cette mise en place, comme on l'avait déjà évoqué, mais là qui devient vraiment, on rentre dans le dur, d'un contrôle, carte carbone, passe, et après il y a des exemples qu'on pourra citer qui vont beaucoup plus loin. Ces élèves par exemple de la Sarthe, donc ça c'est 75 collèges dans la Sarthe qui acceptent de porter un bracelet connecté. Alors là c'est pas pour l'écologie, mais c'est pour l'activité physique, pour la santé. On leur demande... la santé de nos enfants, qui sont gentils. Voilà, pour qu'ils se portent le mieux possible. Et donc, on vérifie s'ils font suffisamment de sport, s'ils ont un bon rythme cardiaque, on vérifie leur température. Et devinez avec qui c'est fait, ce bracelet connecté, avec Paris, l'Université de Paris et la MGEN. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir les liens, comment nos données peuvent être... contrôlés, par exemple, avec cette application Tous en forme. Donc voilà, donc des questions de contrôle, Philippe Murer, toujours plus loin. Toujours plus loin. On se rappelle qu'on a commencé avec la crise Covid, où cette menace a été suramplifiée, où on comptait les morts tous les jours pour nous faire très peur, alors que c'était 3 fois plus dangereux que la grippe, mais aujourd'hui c'est 3 fois moins dangereux que la grippe, et ils continuent. Mais on se rappelle qu'ils ont voulu nous mettre absolument tous anti-Covid, ce qui voulait dire la surveillance de tous nos déplacements et de tous les gens qu'on rencontrait pour nous prévenir, pour notre bien, nous prévenir de cas contacts. Ça commence pareil, tous anti-Covid, tous en forme. Exactement. Et puis après, ils nous ont mis le pass sanitaire pour qu'on soit tous en forme, justement. Puis le pass vaccinal, qui était des contrôles numériques, une surveillance et un traçage de la population, quand même, sur tous nos déplacements, surtout nos loisirs, quoi. Mais vous exagérez, parce que moi je trouve que c'est vraiment un état maternel très sympathique qui s'occupe de notre santé jusqu'au bout. Est-ce que vous n'êtes pas un peu paranoïaque? Parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions et au nom du bien on fait le pire, quoi. C'est bien le problème. D'ailleurs, sur la crise Covid, il y a un rapport du Sénat de juin 2021 qui est très clair. Les sénateurs sont admiratifs de la gestion autoritaire de la Chine sur le Covid, qui a si bien réussi. Réfléchis à mettre des colliers aux salariés pour la prochaine crise épidémique, de mettre des colliers pour les empêcher de se rapprocher les uns des autres, qui mettrait un bic. Mais quelle horreur. On traite les gens comme des chiens. Ou alors des bracelets électroniques. Non, mais moi je fais pas ça à mon chien. Oui. Laura, les livres de circuler je comme sais que vous êtes très très bonne avec votre chien. Ou alors de mettre des bracelets électroniques pour surveiller les malades et les interdire de sortir. Ou alors c'était une géolocalisation de vos voitures, et si vous dépassez le département, on vous met une amende automatique. Donc on voit qu'ils aiment ces outils de contrôle et de surveillance de la population. On pourra expliquer le pourquoi du comment. Et là, on va y aller. Et là, pour l'énergie, en face de l'énorme erreur des élites, en fait, qu'on devrait appeler la caste, en fait, parce que ce ne sont pas des élites. Ils n'ont pas su entretenir les centrales nucléaires, donc on va manquer d'électricité. Ils ont pris des sanctions anti-russes sans réfléchir à ce qu'ils faisaient, et ça pose des problèmes. On n'a plus, le robinet est coupé. Mais c'est ce qu'ils voulaient faire, l'embargo sur le gaz russe. Donc Poutine l'a juste avancé de 2-3 mois, donc ça ne change rien. Ils font des erreurs énormes, et derrière, ils veulent nous les faire payer avec un pass carbone, contrôlant par électronique notre consommation d'énergie, ou une carte de paiement Visa carbone, et on voit qu'ils créent des problèmes graves. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est Mastercard qui calcule le relevé carbone des achats de produits. Et optionnellement, vous pouvez demander à bloquer votre carte quand vous avez consommé trop de carbone, la limite que vous êtes fixée, mais demain, ça peut être l'État qui vous dit, vous consommez trop d'énergie, trop de carbone. Comme on le voit avec Linky, donc la proposition. On vous bloque vos achats. Donc c'est extrêmement grave, parce qu'en fait, ils créent des problèmes graves, des crises, et ensuite, pour les résoudre, ils imposent aux citoyens, dans ces moments de crise, des solutions que les citoyens n'auraient jamais acceptées. Est-ce que vous pensez que le compteur Linky de l'Elysée ne sautera pas si jamais on est en période de tension énergétique? Il y a l'énorme moquerie qui est de dire aux gens, vous faites attention sur vos économies d'énergie, et en même temps, ils prennent des jets privés pour faire 12 km récemment, le jet présidentiel 2 fois 12 km. Il continue à avoir la clim, et il faut savoir que quand Emmanuel Macron, tout le monde le sait, quand il se déplace avec son chauffeur, avec la climatisation, mais avec 30 autres voitures qui le suivent derrière.
Allez, on va continuer de parler de cette société de contrôle qui est mise en place plus que jamais. Aujourd'hui, c'est pour des raisons énergétiques, mais hier, c'était pour des raisons sanitaires. On continue d'en parler avec mes trois invités, mais il est 8h01, je suis en retard et c'est l'heure vraiment de faire un point sur l'information avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Des reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. La table ronde. Il est temps de mettre des outils de contrainte, a dit Emmanuel Macron, de prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant. Et puis, on a tous les exemples déjà cités, Mastercard, bracelets connectés, le compteur Linky qui peut sauter. Voilà, tous ces exemples qui nous montrent aujourd'hui qu'il est clairement... nous avons clairement, pour reprendre un terme à la mode, touché ce point de bascule où nous sommes passés dans une autre forme de société, une société contrôlée. Nous en parlons avec Guillaume Travers, universitaire et collaborateur de la revue Éléments, économiste et auteur de La société de surveillance, stade ultime du libéralisme aux éditions La Nouvelle Librairie. Philippe Murer, ingénieur et auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et Stanislas Berton, spécialiste des risques systémiques et auteur de ce livre L'homme et la cité, volume 2 aux éditions Le Temps retrouvé. Guillaume Travers, je voudrais qu'on fasse un point avec vous, vous qui avez tout écrit. Et maintenant, nous y sommes. Est-ce que vous êtes surpris ou c'est vraiment ce que vous aviez imaginé, tracé ? Alors, c'est en partie ce que j'avais imaginé, mais ça arrive peut-être encore plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est vrai, quand on parlait il y a un an, quand on se disait le Covid finira pas, ça a à peu près fini, mais pas complètement, mais c'était effectivement que la première étape de quelque chose qui dure bien au-delà. Mais je crois que le processus que j'avais mis en lumière dans mon livre est très pathologique des sociétés modernes. C'est peut-être la pathologie centrale, qui est en fait une forme complètement différente d'exercer le contrôle social, qui en fait a toujours existé. Dans toute société, il y a toujours eu des formes de contrôle social. Mais traditionnellement, le contrôle social passait par des normes informelles, passées par des règles de courtoisie, de politesse, par l'articulation d'un bien commun à un niveau en fait assez local, assez enraciné, et pas par la technique. Je lisais encore très récemment des écrits absolument passionnants sur la manière dont, par exemple, les communautés villageoises médiévales géraient le rationnement. Évidemment, quand il fallait couper du bois, si on coupait trop de bois, on savait qu'il fallait par exemple 80 années pour qu'un arbre soit suffisamment gros pour faire une poutre. Eh bien, on n'en coupait que tant par année, et chaque année, le conseil villageois se réunissait et décidait cette année, on coupe tant ou on exploite tant de parcelles, etc. Donc il y avait effectivement un rationnement, mais qui était pensé complètement différemment, ordonné à une vision du bien commun et géré de manière communautaire, avant tout sur la base de principes enracinés, informels, etc. De bon sens aussi, peut-être. De bon sens, évidemment. La grande nouveauté des sociétés modernes, et on arrive aujourd'hui à l'aboutissement de ce processus, c'est qu'on a remplacé tout ce qui relevait de l'informel, du bon sens, de la tradition, de la coutume, par des questions techniques. Et si je me permets, c'était de l'adhésion avant. C'était un contrôle social par l'adhésion. Là, c'est un contrôle social par le forçage. Tout à fait. Il y avait, disons, je pense, un sentiment presque de nécessité intérieure de procéder ainsi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement perçu comme quelque chose qui est imposé de l'extérieur, donc c'est complètement différent. Et effectivement, là où la gestion des communautés, des sociétés traditionnelles procédait d'une nécessité interne, aujourd'hui, nos gouvernants n'ont plus qu'une vision purement externe, statistique, mathématique de la gouvernance, où on réduit absolument tout problème à des problèmes de chiffres, de statistiques. La question du bien commun a complètement déserté. Pendant le Covid, on dit comment est-ce qu'on minimise le Covid ? Ils sont purement techniques, et donc on trouve la technique la plus appropriée pour le faire. Et si c'est un bracelet, c'est un bracelet. Si c'est ne pas sortir de chez soi, même si la moitié des personnes ont envie de se suicider après, on reste chez soi. C'est un problème purement technique qui occulte complètement la question du bien commun. Et c'est la même chose demain ou dans quelques semaines avec l'énergie, c'est qu'on le réduit à un problème technique. Macron doit avoir un nombre de mégawattheures au-delà duquel le système saute, et donc il se dit comment est-ce que je peux couper des interrupteurs pour que ce nombre de mégawattheures ne soit pas atteint. Et donc il réduit tout ça en fait à une mentalité purement technique, statistique, qui a été décrite par beaucoup de philosophes, mais je crois qu'on arrive vraiment dans cette logique-là où le contrôle social ne passe plus que par la technique, et tout ce qui relevait
d'un contrôle social de bon sens, de tradition, de coutume, a complètement disparu en fait. Et pour continuer sur votre comparaison avec l'époque du Moyen-Âge et cet autocontrôle, ce contrôle collectif, et justement, cette notion, vous disiez tout à l'heure, c'était un sentiment commun de vouloir travailler pour le bon sens ou le bien commun, je ne sais plus comment vous l'aviez exprimé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus individualisé, c'est-à-dire qu'on va contrôler chaque personne chez soi, pourquoi pas avec ce bracelet, ou avec d'autres techniques, avec le compteur Linky. Ce n'est pas un schéma de commune ou d'une unité d'un ensemble de personnes. Alors ça, c'est évident que le sentiment communautaire a été perdu. Il y a un autre point qui me paraît absolument essentiel, c'est qu'en fait, jusque très tardivement, jusque peut-être au milieu du 19e siècle, la quasi-totalité des ressources que l'on consommait au niveau local provenaient du niveau local. Les sources d'énergie étaient local, au bord des rivières, on exploitait l'énergie hydraulique, quand il y avait du bois, on brûlait du bois, donc il y avait une concordance presque parfaite entre l'activité économique, le mode de vie à un niveau local et les ressources disponibles. Et donc comme on voyait directement les ressources utilisées au quotidien, eh bien on savait que si on coupait la forêt trop vite, et la forêt ne se renouvellerait pas, et donc chacun le voyait quotidiennement. Aujourd'hui, l'ensemble des ressources qu'on consomme viennent donc c'est trop où quand on allume son interrupteur. On ne voit pas les usines de Chine. Et ça déresponsabilise. Cette mondialisation déresponsabilise les gens. Exactement. Et donc la déterritorialisation, notamment de l'énergie, déresponsabilise complètement. Et donc là, effectivement, ça impose des modes de gestion beaucoup plus abstraits, beaucoup plus désincarnés, beaucoup plus dépersonnalisés, puisqu'effectivement, cette grande masse de gaz qui vient de Russie ou d'ailleurs, ou de pétrole, ou de tout ce qu'on veut, eh bien, c'est plus quelque chose qui est senti localement, presque charnellement, comme mettant en jeu la survie d'une communauté ou d'un peuple. Et donc je crois que c'est quand même une très grande différence également. C'est très intéressant. Stanislas Berton, vous qui analysez les risques systémiques, alors là aussi on est dans le cœur du sujet. Est-ce que vous allez, j'imagine dans le sens de Guillaume Travers, sur le règne désormais de la technique individualiste abstraite ? Oui, tout à fait. Et sur ce sujet en particulier, par exemple, de la contrainte énergétique et de ce que nous disent les gouvernants, moi, c'est plutôt l'angle combat contre analyse du système mondialiste, parce qu'il y a plusieurs choses à comprendre à ce sujet. Le premier point, c'est qu'on nous présente depuis plusieurs années des contraintes de plus en plus importantes. Donc, on l'a vu avec la santé, avec le Covid. Là, c'est l'énergie. C'est toujours une réduction de nos libertés, une réduction de nos capacités d'action, mais toujours pour ce qui est présenté comme un plus grand bien. Oui. C'est-à-dire, c'est ça qui fait passer la pilule, c'est qu'on nous vend ces restrictions inouïes qu'on n'accepterait probablement pas, je dirais, si elles étaient imposées comme telles, mais toujours au nom d'un plus grand bien. Et ça, c'est une chose qui est très simple, c'est ce qui s'appelle la fabrique du consentement. C'est-à-dire qu'on fabrique le consentement, on combine deux techniques, on combine la fabrique du consentement avec la théorie du choc. Ce sont les deux moyens de faire accepter à une société certains éléments. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que ce n'est pas quelque chose... On a l'impression que c'est des réactions par rapport à des crises. Par exemple, là, la crise Covid, là, la crise en Ukraine. Mais en fait, tout ça s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus vaste, dont on a des traces manifestes et des déclarations. Voilà, exactement. Il y a par exemple l'agenda 2030, qu'on peut consulter à ce sujet. On a par exemple les déclarations, vous parliez des bracelets, vous parliez de ces outils de traçage. On a quand même Klaus Schwab, donc du Forum économique mondial, qui dit en 2016, nous allons à l'avenir vers une fusion des dispositifs numériques, biologiques et médicaux. Donc il y a cette idée déjà présente depuis très longtemps que l'aboutissement final de tout ce processus, ça va être le traçage de l'être humain, ça va être son puçage, c'est intégré d'ailleurs dans une logique transhumaniste, puisqu'on va intégrer des éléments numériques dans le vivant et on va pouvoir surveiller le vivant. Et la dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, sur cette question justement de traçage, c'est qu'on a l'impression que ce sont nos gouvernants, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Trudeau au Canada, que ce sont eux les décideurs, mais en fait ces gens-là, ce sont des marionnettes, ils appliquent une feuille de route qui est décidée par des instances, donc par exemple l'agenda 2030, et eux ils déroulent cette mise en place. Et sous l'apparence, et en fait tout est articulé quand on le comprend, la crise permet de justifier une mesure qui s'inscrit dans un processus beaucoup plus long. Donc il faut bien comprendre ça. Si les gens veulent résister contre ça, c'est pas s'attaquer par exemple à Emmanuel Macron, parce que si on remplace Emmanuel Macron par quelqu'un qui suit ce même agenda, en fait ça ne changera rien. Il faut s'attaquer vraiment à ce qu'il y a derrière. Alors Stanislas Berton, je vais vous tourner la question à l'envers, parce que
on va voir comment vous répondez, mais si nous n'avions pas eu cette crise de la Covid, si nous n'avions pas eu cette crise en Ukraine, ces dirigeants, utilisés ou pas d'ailleurs, auraient-ils pu mettre en place ces outils ? Non, mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'on peut on peut en fait l'aborder sous un autre angle. C'est dans quelle mesure ces crises, qui nous apparaissent un petit peu comme des crises, je dirais, des fatalités, enfin de l'ordre du monde, sont des crises qui sont en fait fabriquées. C'est-à-dire sur le Covid, on a quand même aujourd'hui de plus en plus de doutes sur l'origine naturelle de ce phénomène. Oui. Je veux dire, avec des rapports. Même Le Monde veut bien en faire un article. Voilà, exactement. Oui, même dans les journaux de la presse mainstream, on en parle. La crise en Ukraine, on constate quand même depuis le début qu'il y a, je veux dire, quand on a des gens comme Bruno Le Maire qui nous disent on va mettre l'économie russe à genoux, je veux dire, Poutine, depuis 2007 ou 2008, dit il y a des lignes rouges à pas franchir. Je veux dire, il y a quand même des gens dans les cabinets ministériels qui connaissent la dépendance de l'économie européenne au gaz russe. Donc on pouvait s'imaginer qu'en s'attaquant à la Russie, en faisant une guerre par procuration à la Russie, il y allait avoir des conséquences. Donc moi, je ne crois pas que ça soit de l'amateurisme ou de l'incompétence. C'est qu'à chaque fois, il y a une instrumentalisation de crise pour avancer dans ce projet, qui est ce projet de grand reset, qui est ce projet de nouvel ordre mondial. Philippe Murer. Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que, bien sûr que sur le Covid, il y a eu instrumentalisation du Covid. Et on peut se poser beaucoup de questions. Sur l'énergie, je pense que c'est vraiment de l'incompétence. Il ne faut pas oublier que ces élites nous ont conduits à l'échec en France, mais partout dans le monde occidental, en tout domaine. L'insécurité, l'ultra-violence qui prolifère, qui est insupportable pour les citoyens. Le déclassement économique, le déclassement industriel, le déclassement même agricole, un des piliers de la France. Et puis l'appauvrissement à tel point que 20% des gens, en France, 20% des Français sautent un repas par jour. Et on pourrait continuer comme ça. Et comme ils veulent nous amener, ils n'ont que des résultats très mauvais, ils veulent nous amener sur un chemin que le peuple refuse absolument, par exemple le mondialisme économique ou des flux d'immigration qui augmentent, alors que depuis 15 ans, le peuple dit non, on veut moins d'immigration. Et ils continuent. Ils ont mis le peuple en colère, le peuple français, et ce peuple, ils savent que le peuple est en colère, ils le voient sur les réseaux sociaux, ils le voient dans la vie réelle, et donc nos élites sont obligées, pour conserver leurs privilèges, pour conserver leur pouvoir, de surveiller, de tenir en laisse et en fait de nous mettre des chaînes numériques, c'est-à-dire de nous contrôler, de nous surveiller et de nous punir, bien entendu, le cas échéant. Mais c'est parce que cette aristocratie est passée de l'âge des supériorités à l'âge de la vanité et des privilèges. Oui. Donc selon vous, en fait, c'est de l'incompétence et il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas de projet au-dessus. Aussi, alors il y a les deux. Bien sûr qu'il y a un projet au-dessus et ce qui est dit sur le Forum économique mondial est vrai. Mais cependant, c'est parce qu'ils veulent continuer dans le même modèle, ces gouvernements nationaux, et qu'ils veulent absolument continuer contre les citoyens qui sont obligés de faire du forçage social de façon extrêmement violente par les chaînes numériques. Mais c'est parce qu'ils veulent continuer cette politique que ça se passe comme ça. Sinon, le peuple ne serait pas en colère. Le peuple serait en adhésion avec ses dirigeants. Quand Pompidou nous demandait des économies d'énergie dans les années 70, les Français étaient tous d'accord avec lui. Et pas du tout avec Macron. Parce que on a perdu le lien de confiance parce que ces élites gouvernent contre le peuple. Stanislas Berton, vous voulez répondre à ce que vient de dire Philippe Murer ? Sur ce point en particulier, moi je pense que que les élites en fait sont là pour détruire les pays de l'intérieur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a cette erreur de penser qu'ils sont là pour faire de l'incompétence. Moi je pense au contraire qu'ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils sont des démolisseurs contrôlés du système dont ils ont la charge. Et ça, c'est vraiment, on peut regarder d'où ils viennent, comment ils sont sélectionnés, quelles sont leurs allégeances réelles. Et là, on le voit moi je trouve qu'on le voit de plus en plus clairement. Et il y a ce principe, vous avez reçu Sylvain hier, qui parlait du principe, vous savez, d'ordo ab chaos, de créer un nouvel ordre à partir du chaos. Moi, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que cette colère du peuple, elle est complètement créée et instrumentalisée. Et moi, je pense souvent à cette phrase de Talleyrand qui disait toujours bien agiter le peuple avant de s'en servir. Mais il est tout à fait logique, si je me permets, que leur idéologie, qui est une idéologie de la déconstruction, déconstruction de la nation, déconstruction de l'identité, déconstruction culturelle, déconstruction même de la famille aujourd'hui avec le wokisme, c'est une idéologie destructrice, mais ça fait des dizaines d'années. Au départ, c'était peu destructeur, aujourd'hui, c'est un raz-de-marée.
Et je pense que c'est pour ça qu'ils prennent tous ces outils de surveillance. Et je pense qu'effectivement, ils ont conscience de la colère et ils veulent les outils de surveillance pour continuer dans leur idéologie. Et on n'en a pas parlé. Bon, en fait, vous n'êtes pas si éloigné que ça. On n'est pas si éloigné que ça, oui. C'est seulement, selon vous, il y a de la compétence et ils font ça avec bonne foi, entre guillemets. Mais ils sont totalement incompétents. Moi, j'ai fait des campagnes électorales, la campagne notamment de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017, où j'étais confronté à eux au plus haut niveau. J'y ai vu énormément d'incompétence, très clairement. Guillaume Travers, peut-être que vous avez aussi un apport à apporter avec votre stade ultime du libéralisme. En fait, est-ce qu'on est dans le libéralisme, le dernier stade du libéralisme? Est-ce que c'est lui qui finalement force, qui nous mène à cette situation? Alors, oui, en partie. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, le libéralisme, c'est quoi? C'est l'idée que les sociétés sont que des individus, c'est des agrégats d'individus, mais c'est pas des peuples, c'est pas des communautés. Et quand un libéral ouvre la fenêtre, il se dit pas tiens là j'ai devant les yeux un peuple, il se dit j'ai devant des yeux un marché sans individus. J'ai des individus, j'ai des gens qui voit des cherchent marchés aussi, des marchés. J'ai des gens qui cherchent leur intérêt, leur profit, etc. Mais je ne vois pas un peuple, je vois avant tout des individus. Or il y a rien de plus réductible à une statistique qu'un individu. Il n'y a rien de plus remplaçable qu'un individu. Par exemple, si nous sommes que des individus, eh bien, à la limite, 100 individus, disons français, remplacés par 100 individus d'origine étrangère, c'est la même chose, ça reste 100 individus. Si les gens ne sont que des individus, ils sont remplaçables, ils sont réductibles à des statistiques, ils sont réductibles presque à des mécanismes, à des pièces d'un mécanisme. Et donc, je crois qu'il y a vraiment le poids de cette pensée qui est très forte et qui amène de fait à des modes de gestion et de gouvernance des sociétés complètement différents des modes de pensée classiques. Classiquement, on se disait, tiens, on pensait le monde en termes de communautés, de peuples qui avaient leur spécificité et donc qui n'étaient pas remplaçables les uns les autres, qui n'étaient pas réductibles les uns aux autres. Mais alors vous pensez que c'est une volonté, un projet de détruire justement ces nations, ces peuples, ces unités, ou plutôt une forme de tout simplement de conscience, de conscience, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de volonté libérale qui se trouve qu'elle détruit de fait destruction de l'identité, destruction de la famille. Je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui ont des grands projets, mais il y a aussi un poids sous-jacent de l'idéologie, de vision du monde, et je pense qu'en fait tout ce qu'on vit aujourd'hui reste la conséquence très lointaine de mouvements d'idées que ceux qui les ont pensés au 18e ou au 17e ne pouvaient pas imaginer. Et pourtant, ça reste des conséquences logiques de tout cela. Et ce qui est excellent, c'est qu'en fait, finalement, le libéralisme qui est basé sur la liberté finit à la fin par cannibaliser lui-même la liberté. Ça veut dire qu'il est allé beaucoup trop loin. Exactement. On a au 18e le grand livre de Lamétrie qui s'appelle L'Homme-Machine. On est déjà dans L'Homme-Machine qui réduit l'homme à un mécanisme, à des rouages. Descartes au 17e pense que votre chien n'est qu'une machine bien faite. Il est fasciné par les horloges et il pense qu'un animal n'est qu'une machine bien faite, que des rouages bien ordonnés. Et donc, cette pensée-là travaille depuis très longtemps, sans forcément qu'il y ait un projet explicite chez tous ceux qui le poussent. Et je crois qu'effectivement, le grand mensonge en fait du libéralisme, c'est de promettre la liberté individuelle et de promettre la libération de l'homme par rapport aux familles, aux communautés, aux peuples, aux collectifs, etc. Mais sauf que pour que cette libération puisse se faire, eh bien, il faut quelque chose au-dessus de ce peuple qui vienne l'arracher, le déraciner, et qui en fait l'attache à quelque chose de beaucoup plus abstrait. Et ça, c'est effectivement le grand non-dit du libéralisme. Peut-être le grand mensonge du libéralisme. Le grand mensonge du libéralisme. Et le grand mensonge, c'est aussi qu'ils font une société de surveillance à la fin, puisqu'ils ont enlevé tous les instances de contrôle traditionnelles. Bien sûr, exactement. Oui, donc c'est ça. Le marché qui s'autorégule ne s'autorégule pas vraiment. Il est plutôt régulé maintenant par des instruments de contrôle assez rapprochés, parce qu'on parle des instruments numériques, jusqu'aux blindés de maintien de l'ordre qui ont été commandés par Emmanuel Macron, les fameux Centaures. Et là, autant vous dire que pour une révolte populaire, maintenant, l'Élysée est armé. Exactement. Mais en tout cas, le peuple doit être conscient que soit il a un avenir vraiment un peu cauchemardesque, et je pèse mes mots, avec surveillance, contrôle, punition, le crédit social à la chinoise, soit il faut maintenant qu'il se rebelle. Il y a une partie de plus en plus de gens qui se rebellent. Mais face à des blindés, vous faites quoi, vous ?
Si vous avez 1 million de personnes dans la rue, ils peuvent rien faire de toute manière. Le problème, c'est que même au cœur, par exemple, des manifestations contre le pass vaccinal, il y avait 70 000 personnes à Paris. S'il y en avait eu 700 000 à Paris, ou alors en province, eh bien là, on serait arrivé à faire masse. Le problème, c'est gagner. aussi le règne des écrans. Aujourd'hui, comment voulez-vous mobiliser une population qui passe son temps devant un écran et qui attend que ce soit l'application qui lui dise qu'il faut sortir aider sa grand-mère? Enfin, voilà, on est aussi dans une société endormie. Volontairement endormi. Il y a une déconstruction qui est voulue, en fait, moi je pense quand même. Et c'est un effet système, effectivement. Il y a une partie des individus de plus en plus endormis, mais il y a aussi une partie des individus de plus en plus réveillés. Qui va gagner entre les réveillés et les endormis, c'est un peu la question. Stanislas Berton, à chacun je vais vous poser cette question maintenant. Philippe Murer a commencé à répondre. Comment va se passer l'éveil éventuel ou la révolte contre ce système qui est mis en place, que nous dénoncions avant qu'il soit mis en place, mais qui arrive, et on en est toujours au même stade finalement, nous. Alors, Stanislas Berton, puis Guillaume Travers. Oui, moi j'ai beaucoup expliqué qu'on est aujourd'hui donc dans une guerre hors limite. J'en parlais d'ailleurs à votre antenne la dernière fois que vous m'aviez invité pour mon livre, et surtout dans une guerre de l'information. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est cette guerre de l'information. Et justement, si on ne comprend pas quels sont les ressorts, quelles sont les méthodes et quels sont justement les intérêts et les projets derrière ce qui est mis derrière l'information officielle, on ne peut pas gagner ce combat. Et c'est ce travail immense qu'il y a à faire, ce travail d'analyse. Et je pense que la première étape, c'est ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand on disait comment on peut réveiller les gens, je crois qu'il faut déjà sortir de cette idée que, en fait, ces contraintes, ces restrictions, tout ce qu'on vit, cette crise, tombe du ciel et n'est pas, je dirais, le fruit d'une vraie volonté politique, mais justement une volonté politique qui se cache derrière le paravent, en fait, des responsables politiques officiels. Parce que Philippe Murer, et je le rejoins là-dessus entièrement, disait ils sont incompétents. Oui, c'est vrai, ils sont incompétents par dessein. Parce que le vrai pouvoir, c'est pas eux qui le détiennent. Le vrai pouvoir est derrière ces gens-là. Guillaume Travers, comment vous voyez l'éveil de la population, vous qui en plus êtes universitaire, comment vous pouvez transmettre, comment aujourd'hui on peut peut-être ouvrir certains yeux? Je crois que Philippe Murer a bien résumé le problème, c'est qu'on va probablement avoir une sorte de durcissement de la situation, avec un durcissement très fort dans le contrôle et avec une grande incertitude sur ce qui peut arriver du côté du peuple, Alors il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de dynamiques assez locales, de réenracinement, d'essayer de retrouver du sens par des modes de vie un peu différents, etc. Mais comme vous le disiez très justement, le poids des écrans, le poids de la technique, le poids de la propagande reste extrêmement fort, et donc c'est malheureusement aujourd'hui... Je vous donne un exemple très concret. Le compteur Linky, contre lequel il est aujourd'hui très difficile de lutter et de ne pas avoir ce compteur Linky. Si demain il est notre espion sur place et qu'il vérifie notre consommation, d'ailleurs il peut dire quelle chambre est allumée à quel moment, enfin, ça rentre vraiment dans l'intimité des gens. Comment fait-on pour se débarrasser des espions déjà en place dans nos maisons? Bien sûr, et ce qui est encore pire, c'est que beaucoup des espions sont là par notre propre volonté. Les plus grands espions, alors il y a certes LinkedIn, mais il y a aussi les smartphones et les réseaux sociaux, etc. Et les gens, en fait, sont contents, en tout cas pour bon nombre d'entre eux, d'être espionnés et de se soumettre à cette propagande. Donc là, il y a effectivement un vrai sujet qui, malheureusement, je crois, dans un premier temps, ne peut passer que par des petites minorités plus éveillées qui préservent cette capacité à une relative déconnexion. Je crois qu'aujourd'hui, si on a des enfants, ce qui est notre cas, il faut les éduquer à cette capacité de relative déconnexion. Ils ne seront jamais coupés complètement de la technique, d'Internet, etc. Mais au moins savoir que c'est un outil et pas quelque chose qui nous domine et nous contrôle. Et puis après, effectivement, l'avenir est ouvert et on peut espérer que dans la course entre l'intensification de la surveillance et l'intensification des crises, eh bien, à un moment donné, ça suscite quand même des révoltes qui pourront amener vers autre chose. Mais ça fait un peu penser à Matrix, tout ça. Seul l'avenir pourra nous dire ce qu'il en est, évidemment. Il faudrait quand même, en plus de la survie à court terme par des communautés effectivement de liens, il faudra quand même un projet politique. Évidemment. Pour que la révolte soit pas qu'une révolte, mais soit une révolution, si les gouvernements vont trop loin. Allez, on va parler de la révolution la prochaine fois. Merci beaucoup à vous trois. Stanislas Berton, je rappelle votre livre L'homme et la cité, volume 2, aux éditions Le Temps Retrouvé. Philippe Murer, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. Voilà, votre dernier livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et Guillaume Travers, ce n'est pas votre dernier livre, d'ailleurs, on peut citer les plus récents si vous le souhaitez. En tout cas, celui qui était sur le thème d'aujourd'hui, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, aux éditions La Nouvelle Librairie. Vous souhaitiez
citer peut-être un autre. Le dernier est un ouvrage sur la vie et surtout la pensée d'un économiste allemand, Werner Sombart. Voilà. Et aux éditions de la Nouvelle Librairie. Non, Pardès. Hein. Ah oui, Pardès. Oh, bah dis donc, oui. Et on innove. Merci beaucoup à vous trois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.